avec un peu de confusion sur la situation à l'heure actuelle. On sera en ligne dans un instant avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal. On essaiera de comprendre concrètement ce qui s'y passe. Mais avant, j'aimerais revenir à ce qui s'est passé hier après la projection à l'Assemblée nationale des images des caméras GoPro qui étaient portées par les terroristes le jour du 7 octobre. Les députés français ont assisté à cette projection, parmi eux des députés de la France insoumise. Certains y ont vu, et je mets des guillemets, de la propagande de la part d'Israël. Explication de Maxime Lavandier et je vous fais réagir ensuite. Insoutenable pour certains, des horreurs indescriptibles pour d'autres. À la sortie de la projection du film à l'Assemblée nationale, tous les députés présents étaient unanimes quant à la qualification de ces actes. Et pourtant, au lendemain de la projection, le député de la NUPES, Aymeric Caron, renvoie dos à dos les actes commis par Tsahal et le Hamas. Il faut quand même aussi avoir conscience que c'est un film qui est réalisé par l'armée israélienne, qui est monté par l'armée israélienne, et que donc bien évidemment il y a un but derrière la projection de ces images. Et moi je fais partie de ceux qui disent très bien, nous les avons vus, il faudrait que nous puissions voir également maintenant un film qui nous montre ce qui se passe à Gaza en ce moment. Englué dans une polémique après avoir tenu des propos relativisant les crimes du Hamas, le député insoumis David Guiraud a fait son mea culpa. Je suis, vous le savez, dans cette assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Mais malgré la peine, la douleur qui me secoue tous les jours, je crois que j'oublierai jamais de respecter tous les morts. Des excuses insuffisantes pour le député David Habib, qui conteste sa présence lors du visionnage. Je considère qu'il aurait dû soit être absent, soit en tout cas faire preuve de contrition davantage qu'il ne l'a fait. Depuis le début de la guerre, les polémiques se multiplient au sein de la France insoumise, accusée de ne pas qualifier le Hamas de groupe terroriste. Julien Drey, votre réaction quand M. Caron parle notamment de propagande de l'armée israélienne? D'abord, pour que les choses soient claires, ces images, pour ceux qui ont des relations ou connaissent, on les a eues déjà à partir du 9 octobre. Ce n'est pas l'armée israélienne qui les a montrées. L'armée israélienne a mis du temps d'ailleurs à récupérer toutes ces images. Mais les amis dans les kibboutz les ont envoyés avant que l'armée israélienne ne fasse ce montage-là. Donc c'est déjà un premier mensonge. Mais je pense que sa vie est un mensonge, à ce monsieur Caron, ces derniers temps. Voilà. Vous voyez, je vais le chercher. D'ailleurs, quand il veut, on fait un débat, mais il fuit toujours les débats, lui. Hein, voilà. Comme monsieur de Villepin, il choisit ses interlocuteurs. Oui, il avait affaire avec Gilles William Goldnadel hier soir. Oui, mais... Bon, mais Gilles William a été compétent, mais moi je l'attends encore. On lui relance l'invitation sur la chaîne Europe 1 CNews. Il y a beaucoup de questions à lui poser, y compris. Je vais vous raconter une chose. Quand Yasser Arafat revient, des accords de Camp David II, il s'arrête à Paris et il a un entretien avec M. de Villepin. Et il pose la question de savoir s'il faut signer les accords ou non. Et M. de Villepin lui a dit de ne pas les signer. D'accord. C'est pas rien dans l'histoire du conflit. On peut oublier ça. Voilà, c'est pas rien. Gilles pourra, parce que c'est comme ça qu'après ça s'enchaîne. Parce qu'après, évidemment, comme il n'y a pas les accords, Netanyahou est élu et ça dégénère. Donc il a une propre responsabilité dans cette affaire-là. Voilà pourquoi je le poursuis. Vous comprenez, dans le débat. On lui relance l'invitation. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces images, c'est pas l'armée israélienne. Et puis par ailleurs, c'est pas 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les autres. Je veux dire, l'armée israélienne, certainement, il y a des choses à lui reprocher, tout ce qu'on veut. Mais elle ne coupe pas la tête des cadavres. Elle ne tue pas des bébés. Elle n'assassine pas des parents devant leurs enfants. C'est ça les images. Hein, et vos consoeurs et vos confrères qui les ont vues ont écrit, je crois, des choses terribles là-dessus. Et je vais vous ajouter quelque chose. Ce n'est rien à côté d'autres images qui vont arriver. Parce qu'il y a encore plus terrible que ça, malheureusement. Vincent Herouet, la guerre autour de ces images, de la désinformation. Sur les images, Julien Gray a raison, on les connaissait, la plupart on les connaissait avant, elles sont sur Telegram, hein, n'importe qui peut les voir d'ailleurs, s'il en a vraiment la curiosité ou le goût. Il manquait que le passage avec le père et les 2 enfants, que moi j'avais pas vu. Bon, j'imagine que d'avoir exercé la profession de journaliste rend les gens un peu, je sais pas comment, blasés, mitridatisés. Vous savez, saint Thomas, il met le doigt dans la plaie, il a besoin de voir, mais il croit, après avoir mis le doigt. Il y en a qui voient et qui ne croient pas. Et on peut regarder puis dire, oh, la vérité, vous savez.
c'est si relatif, en temps de guerre, c'est la première qui crève, etc. etc. Bon, tout ça est absolument, c'est affligeant. Et en dessous. Affligeant. Et en Parce dessous. que l'émotion, parce que ce qui s'est passé, réellement, c'est pas le summum de l'inhumanité. Vous savez, au Libéria, en Sierra Leone, au Rwanda, on a touché aussi un des cercles de l'enfer. Hein. Mais ce qui s'est passé quand même, le 7 octobre, ce sont des scènes inimaginables, même au Moyen-Orient récemment, même Daesh, s'y est pas pris comme ça. C'était vraiment un assaut terroriste d'un genre tout à fait particulier. Il y a une curiosité à pas voir la singularité de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se dérouler. C'est sans précédent. Et visiblement, bon, il y a des hommes politiques ou des leaders d'opinion qui ont du mal à réaliser que c'est sans précédent. Et cette information du bureau du premier... Attendez, je termine juste, Julien. Du bureau du Premier ministre israélien, une jeune otage a accouché alors qu'elle était dans les tunnels du Gaza. L'information est confirmée, donc une jeune femme... Moi, je crois qu'il faut quand même accorder un petit crédit, parce que j'ai regardé les traits de David Guiraud quand il parle, et je trouve... Alors après, je ne vais pas lui demander des actes de contrition, etc., mais on sent qu'il a pris conscience quand même que quelque chose s'était passé. Il n'est pas cynique, comme l'a été Émeric Caron. Parce qu'il faut toujours être honnête dans ses jugements. Bon, après, je peux comprendre, mais on voit bien qu'il s'est rendu compte, quand même, j'espère, que c'est pas un jeu et que ça a quand même réveillé quelque chose chez lui. On va partir en Israël, rejoindre le colonel Olivier Rafovitch. Bonsoir, colonel, porte-parole de Tzahal. Expliquez-nous la situation autour de l'hôpital d'Al-Shifa. On a des informations contradictoires. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où est positionnée l'armée israélienne? Je ne peux pas trop vous donner de détails tactiques. Je peux vous dire que l'armée israélienne se trouve sur place, mais pas exactement là où on peut penser qu'elle y est. Je ne peux pas dire plus de choses. Parce que la situation est dangereuse pour les civils palestiniens, parce que Washington dit qu'il n'y a pas eu de feu vert à l'opération israélienne sur l'hôpital d'Al-Shifa. Dans l'hôpital, les forces de Tzahal sont rentrées cette nuit à 2h du matin, les forces spéciales, accompagnées d'éléments médicaux de l'armée israélienne, des médecins, également des traducteurs arabophones. L'opération n'avait pas pour but d'attaquer, comme ça a été dit, ou de faire un assaut, pas du tout. L'opération a été d'ailleurs faite pour aller chercher, entre autres, de l'information, du renseignement, entre autres liées au kidnappé aux mains du Hamas et du djihad islamique. Et ces informations ont permis de détecter la présence, là encore, d'otages, comme on l'avait vu dans précédentes images hier? À l'heure où nous parlons, je ne peux pas non plus, pour l'instant, aller au-delà de ce que je peux vous dire. Il y a des investigations qui sont actuellement qui ont en cours, avec des éléments qui ont été pris et trouvés sur place. Très bien. Est-ce que vous nous confirmez qu'une otage aurait accouché alors qu'elle était dans les tunnels de Gaza? C'est ce que confirme, ce que dit le bureau du Premier ministre israélien. Donc je ne peux pas commenter ce que dit le bureau du Premier ministre israélien. L'information en tant que telle circule, mais n'est pas le fait de l'armée israélienne en tant que telle. L'armée israélienne ne se retire donc pas de la zone de l'hôpital d'Al-Shifa? Tout à fait. Très bien. Et concernant les opérations terrestres, elles se poursuivent et elles vont continuer à se poursuivre? Elles se poursuivent et elles continueront. Et encore une fois, je rappelle à ceux qui parfois oublient, je parle du public en général, que nous avons toujours 239 otages aux mains du Hamas et que nous devons tout et nous allons tout faire pour les récupérer. C'est pour nous une priorité absolue et première. En même temps que d'aller chercher les terroristes du Hamas qui se cachent dans les tunnels, on est d'accord? Exactement. Les deux opérations, les deux missions vont de pair du côté israélien, même si parfois les gens pensent que l'une peut gêner l'autre. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'au contraire, les deux sont reliés dans un intérêt commun. Tout à fait. Un dernier mot concernant le front nord, le front avec le Liban. Est-ce que vous redoutez une attaque du Hezbollah ou pas? Il y a des attaques du Hezbollah tous les jours, mais elles se trouvent où elles se passent à ce qu'on peut appeler en anglais LIC, Low Intensity Conflict, c'est-à-dire c'est une intensité relativement réduite. C'est grave, il y a des morts et des blessés. Nous avons également, nous, frappé en représailles et on a éliminé 72 ou 73 terroristes du Hezbollah.
Mais à l'heure où nous parlons, la situation reste à un niveau de violence, je dirais, contrôlé ou mesuré. Il n'y a pas, à l'heure où nous parlons, de volonté, en tout cas du côté israélien, d'aller au-delà. Et là, seulement si le Hezbollah fait l'escalade de la violence. Mais ce qui est clair, c'est que nous sommes conscients qu'ils veulent nous détourner de la priorité première qui est pour nous la destruction du Hamas et retrouver nos otages vivants dans la zone de Gaza. Merci beaucoup, colonel Rafavitch, d'avoir fait le point avec nous sur la situation dans la bande de Gaza. Vincent Hervouet, pour l'instant, effectivement, voilà, le colonel confirme qu'il y a des attaques quotidiennes du Hezbollah sur le front nord, mais pas d'attaques massives. Non, il y a depuis le début, depuis les premiers jours du conflit, le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes, puis aussi des Palestiniens des camps du sud Liban, de Tyr et de Saïda, qui eux aussi s'y sont mis. Il y a une agitation. C'est sur les fermes de Sheba, c'est-à-dire un secteur un peu contesté, dont la souveraineté n'est pas évidente. Puis après, ça a été sur le nord de la Galilée. Mais c'est une façon d'occuper une partie de l'armée israélienne, de la fixer sur place. Et c'est une façon de participer au jeu, mais ad minima, vraiment ad minima. L'important, ça a été qu'au bout de 30 jours de silence, eh bien, le patron du Hezbollah, le Cheikh Nasrallah, a expliqué que le Hamas avait décidé d'entrer en guerre tout seul. Il n'avait pas demandé l'autorisation aux autres organisations du front de résistance. D'accord. Donc, ce qui m'a importé, ce que je trouvais intéressant, ce que disait le porte-silence, parce que pas grand-chose, le porte-parole de l'armée israélienne, c'est que quand il parle du but de l'opération, il dit la destruction du Hamas. Alors, il y a une sorte de flou quand même sur le but de guerre. Est-ce que c'est le démantèlement de l'appareil militaire du Hamas? Est-ce que c'est la neutralisation, destruction, éviscération, du désossement de la tête du Hamas? Ou est-ce que c'est la destruction? On sent qu'il y a quand même un petit flou sur le but de l'opération, au-delà de la récupération des otages. Qui est absolument incontestable. Julien Drey, vous avez trouvé du flou dans ce qu'a dit le colonel Rafavitch? Non, ça veut dire que l'armée israélienne est en train de travailler. Et que c'est la règle dans ces cas-là, c'est qu'ils ne veulent pas donner, parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas donner d'informations. Alors, ils sont dans l'hôpital et ils se battent. Alors, ce qui est très intéressant dans certaines images qu'on arrive à voir, c'est qu'une partie importante du personnel de l'hôpital parle avec eux maintenant, leur donne des informations. Voilà, vous avez des témoignages qu'on va avoir dans les heures qui viennent, de chefs des services des brûlés, par exemple. Je vous donne cet exemple-là, qui parlent et qui donnent et qui révèlent d'ailleurs la vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont été pris en otage et qui ont d'ailleurs reconnu que ceux qui voulaient se sauver de l'hôpital n'arrivaient pas à se sauver, non pas parce que c'est l'armée israélienne et des snipers israéliens, comme on a essayé de le dire, qui tiraient sur cela, mais que c'était le Hamas qui empêchait cela. Et l'affaire je finis. Tout le monde l'a vu. Vous avez vu la livraison du gaz, de l'essence, et que l'hôpital n'a pas pu acquérir. Ce n'est que là, dans les heures qui viennent de s'écouler, qu'ils ont enfin pu avoir ça, parce que c'est l'armée israélienne qui les a portés directement dans l'hôpital. Parce que le Hamas ne laissait pas le personnel de l'hôpital aller récupérer cette essence.